l'interprétation de ce proverbe ici aujourd'hui. Et je commence par M. Cheikh Tidiane Gadio, qui va laisser beaucoup de temps aux autres. Voilà, très bien. Donc je m'en vais donner la parole, j'ai l'honneur de donner la parole à son excellence M. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, président de l'Institut panafricain de stratégie, qui a hébergé le Timbuktu Institute à sa création. Merci beaucoup. Salut. Et je signale que le Timbuktu a des stagiaires qui sont là derrière et qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Merci. Merci, professeur Bakary Samb. Je vois que tu es devenu plus qu'un fin stratège, parce que il dit qu'en me donnant la parole, ça permettra que je laisse le maximum de temps aux autres. Moi, ce que je craignais, c'est le contraire. Qu'en me donnant la parole en premier, que j'utilise le temps des autres en leur présentant régulièrement mes excuses. Non, juste comme faisait mon ami Abdou Fall, chaque minute faisait un bon rebondissement. Non, dernier point, c'est-à-dire, alors nous on a compté au moins 4 ou 5 derniers points. Le doyen et moi, on était très très fiers de son style de communication. Alors, chers amis, j'ai tellement de choses à dire que je vais effectivement me sacrifier, me faire violence, parce que tout ce que je veux dire là, comme on dit chez nous en Wolof, Khadjoufi. Alors, premier point d'abord, juste pour aider à clarifier ce qui peut être un petit problème, c'est que les Africains, certains Africains, ont repris quelque part l'idée de la solidarité numérique et ils ont fait un super boulot. Je donne juste l'information parce que c'est un de mes meilleurs amis panafricains qui a fait ce boulot. C'est un grand homme d'affaires, il s'appelle Strive Masiyiwa. Il est du Zimbabwe, mais il est un peu partout en Afrique. Lors de la crise du Covid, c'est lui qui a organisé les vaccins pour l'Afrique avec l'Union africaine. Voilà. Comme il y avait un peu de mouvement là, j'ai attendu. Monsieur l'ambassadeur, on peut reprendre les choses à la... La prochaine fois, on va te mettre sous sanction, hein, monsieur l'ambassadeur. Hein? Ok. D'accord. Donc, on va sanctionner le modérateur. Bon, mais excellent. Non, je voulais juste donner cette information que je prends sur mon temps de parole. Et c'est très important parce que malheureusement, en Afrique, il y a des secrets bien cachés qui ne devraient pas l'être. Qui ne devraient pas l'être du tout. Comme j'ai dit, j'ai un ami qui s'appelle Strive Masiyiwa. Il a lancé une initiative majeure et ça a été sur CNN, ça a été dans beaucoup de grands magazines internationaux, mais les Africains ne sont pas au courant. Je ne sais pas si nous ne lisons pas ou nous ne suivons pas l'actualité, mais lui, il était très choqué parce que c'est un milliardaire africain, il n'y en a pas beaucoup, mais il en fait partie. Il était choqué par le fait que l'Afrique confiait l'ensemble de ses données à des systèmes de iCloud qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc c'est une façon en réalité de confier toutes nos informations aux autres. Donc lui, il a fait un investissement de 2 milliards de dollars. Il appelle ça le plus grand investissement panafricain sur le numérique avec ce qu'il appelle un Data Localization System, AI Computing, donc intelligence artificielle, et aussi un iCloud souverain, Sovereign iCloud. Et ça, il l'a fait pour l'Afrique. Alors, quand j'étais à Marrakech pour intervenir à la conférence des jeunes, je lui ai demandé de parler aux jeunes. Il l'a fait par vidéoconférence. Et il leur a dit, les jeunes Africains sont en train de gagner une bataille qui est totalement inconnue. Il dit qu'il a identifié 20 000 jeunes Africains, 20 000, qui ont créé des startups pour participer à la bataille du numérique. Et ces 20 000 jeunes Africains, ils créent des applications
ils sont dans le système et ils bataillent avec les autres jeunes asiatiques, américains et tout ça. Ça l'a tellement impressionné qu'il a décidé d'apporter son soutien à ces jeunes Africains et il a dit aux jeunes qui étaient à Marrakech que chacun de vous dans son domaine de compétences soit le meilleur parmi les meilleurs pour que l'Afrique émerge. Donc je trouve que l'idée de la solidarité numérique, il ne faut peut-être pas la relancer sous l'ancienne formule du temps du président Wade. J'ai beaucoup travaillé sur la solidarité numérique avec lui, donc je pense savoir de quoi je parle. Mais il faut maintenant considérer que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, du cloud computing, etc., et puis des clouds souverains. Il faut qu'on s'implique dans ce débat-là, qu'on ne soit pas encore en retard d'un siècle, dans 3 ou 4 ans. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. C'était l'information que je voulais donner. Et si le Maroc, qui a déjà lancé beaucoup d'initiatives dans le numérique, peut s'allier avec ces hommes d'affaires, parce que le secteur privé africain doit aussi porter ce genre de projet, plutôt que ce soit toujours une affaire de nos États, n'est-ce pas? Alors, je vais encore prendre 3 minutes pour rendre hommage au Maroc. C'est très important pour moi, parce que pour plusieurs raisons, mon attachement à ce pays-là est connu. J'ai mené des batailles à l'Union africaine, j'ai pris beaucoup de coups, mais j'en suis sorti sans bosse, ni cabosse, ni rien, parce que j'étais convaincu que je menais une bonne bataille. Et la conclusion, c'est le résultat aujourd'hui. Le Maroc est parmi les pays leaders de ce continent et il fallait que le Maroc retourne à la maison. Donc l'hommage que je voulais rendre au Maroc, c'est le discours que j'ai lu à Marrakech. Et je vais vous lire quelques extraits. Je pense que, voilà, merci mon cher. Tu es très gentil. Tout ça c'est pour que j'aille vite, mais j'ai compris. Alors, à Marrakech, voilà ce que j'ai dit aux jeunes Africains. Permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage grandement mérité à ce très beau pays, cette belle terre africaine du Maroc, ce grand royaume pluriséculaire, ce peuple profondément attaché à son roi, son grand roi, ce peuple fier et fort de son africanité, fier et fort de son arabité, fier et fort de sa berbérité. Mais le Maroc est aussi fier et fort de toutes ses composantes régionales, culturelles et surtout de son Sahara historique, de son Sahara marqueur essentiel de son ADN. Le Maroc est aussi le seul pays africain à être béni au plan géographique, géostratégique et géopolitique par une appartenance aussi bien à l'Atlantique qu'à la Méditerranée. Un tel atout place le Maroc à la croisée de plusieurs convoitises et envies et peut-être lu comme un avantage qui n'a pas de prix mais qui a un coût. Grand pays de diplomatie politique, économique, religieuse, culinaire, tout le monde connaît le tagine et le couscous marocain, n'est-ce pas? Touristique, urbanistique, municipal, premier pays à abriter la plus ancienne université en activité dans le monde, l'université Al-Kharawin, fondée en 859 à Fès, ce qui prouve l'érudition du Maroc et son attachement millénaire à la connaissance et à sa transmission. Premier pays du continent à accéder à une demi-finale de la Coupe du Monde de football. Le Maroc réunit aujourd'hui tous les atouts pour être le premier pays africain à taper avec détermination aux portes de l'émergence, tant désirée par tous les pays en développement. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu et rendons un hommage appuyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a accéléré le développement du Maroc et qui en même temps l'a engagé dans la voie d'une modernisation spectaculaire. Chaque fois désormais qu'on visite à nouveau le Maroc, on a l'impression d'être dans un nouveau pays, plus avancé, plus moderne, plus mobilisé pour l'émergence socio-économique. Voilà. Il nous reste. Et ça, c'était juste vraiment le hors-d'œuvre, parce que je n'ai pas lu le reste, tout le reste que je pensais sur le Maroc. Et pour y accéder, il faudra que je vois les gens, s'ils ont des dirhams ou des dollars, on va négocier. Avec un tel discours, il ne vous reste qu'une petite synthèse et une conclusion. Et... Donc, ce que je vais faire, je vais renoncer donc à mon intervention parce que j'étais... Non. Mais je vais dire, on va vous écouter. Mais je vais dire quand même deux points qui me tiennent à cœur.
disons, autant que le premier point dont je viens de parler, le Maroc. Non, c'est sur la question de l'Atlantique. J'ai eu, moi, une expérience, particulière du débat sur l'Atlantique. Dans les années 2003-2004, si je me souviens bien, avec feu le ministre Mohamed Ben Aïssa, on avait commencé à discuter l'idée de sortir le Maroc du piège tendu par ce qui à l'OUA contrôlé cette organisation. On avait pensé à créer l'idée d'une sorte d'OTAN du Sud. Et on avait pensé l'idée d'un nord-ouest africain. Et on disait que c'était bien qu'on mette un certain nombre de pays pour lancer ce projet. On avait commencé à discuter, à réfléchir, etc. Malheureusement, on n'a pas approfondi l'idée et c'est revenu maintenant sous une autre forme, ce qui est une très bonne chose. L'autre élément, c'est quand Barack Obama avait décidé de déplacer le centre de gravité des activités des États-Unis de l'Atlantique vers le Pacifique, en disant qu'avec l'émergence de la Chine et les enjeux autour de la mer de Chine, les problèmes entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, toute cette zone-là, qu'en réalité, le centre de basculement du monde s'était déplacé vers le Pacifique. Je pense que j'étais un des rares Africains à avoir pris la parole pour dire que M. Obama a commis une bourde stratégique absolument historique et il va le regretter. Et on était au centre des études africaines des États-Unis, au Pentagone, dans un débat et j'ai défendu mon point de vue. J'ai dit que Obama, en déplaçant ses navires de guerre, en déplaçant le centre historique, économique et tout de l'Atlantique, qui a toujours joué un rôle historique, vers le Pacifique, ces navires arrivés là-bas vont rencontrer les navires chinois en train de venir en Afrique. Et que lui, il allait se retrouver tout seul là-bas avec ses navires et les gens vont lui prouver que le centre, un des centres les plus stratégiques du monde, c'est l'Atlantique. Alors un général américain a attendu la fin des délibérations, il est venu me voir, il me dit, est-ce qu'on peut se parler? Je lui dis oui. Je lui dis, j'espère que vous n'êtes pas fâché. Il dit non, mais j'ai quand même de petites informations à partager avec vous parce que je vous fais confiance. Et n'allez pas le raconter. Bon, mais comme ça fait plus de 10 ans maintenant, je crois que la prescription joue, maintenant je peux raconter. Il me dit, en réalité, on a agité un chiffon rouge à la Chine, mais la vérité c'est que l'essentiel de nos navires vont rester dans l'Atlantique, que vous avez raison de décrire comme étant un des espaces les plus stratégiques du monde, mais on va envoyer quelques navires symboliques juste pour montrer à la Chine qu'on sera présent aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique. Il dit c'était ça l'enjeu, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons nulle part. Je dis maintenant, l'autre point que je n'ai pas dit, vous n'allez nulle part, mais désormais, est-ce que vous pouvez accepter que vous allez partager l'Atlantique avec nous, parce que l'Atlantique ne vous appartient pas? Et vous dites, bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Alors, pour finir, la prescription, oui, et comme je n'ai pas dit le nom du général, ça ne compte pas. Voilà. Moi, le projet actuel, je le salue. Par contre, je pense qu'il faut que le projet actuel ait un ancrage précis. Ce que je crains, c'est que si la bouchée est trop grande à avaler, on se retrouve avec des problèmes. Si notre projet, c'est de partir de Tanger jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, ça va nous prendre beaucoup de temps pour y arriver. Moi, je suis pour qu'on prenne l'espace de la CEDEAO comme étant l'ancrage de ce projet, de ce grand projet sur l'Atlantique, de l'Afrique atlantique. Pourquoi? Parce que c'est un espace déjà constitué. Ensuite, si on déborde un peu, on va vers l'Angola, vers les pays de l'Afrique australe, ils vont nous créer, c'est des frères que je défends et tout ça, ils ont une vision panafricaine qui parfois n'est pas toujours la nôtre. Et ça va créer beaucoup d'autres enjeux. Alors que la CEDEAO existe. La CEDEAO vit un drame existentiel extrêmement grave, c'est que la CEDEAO est en train de se déliter sous nos yeux. La CEDEAO est en train de s'effondrer, d'abord par le départ de certains pays clés, mais ensuite, la question de la sécurité du terrorisme sont en train effectivement d'effondrer littéralement la CEDEAO. Alors moi, ce que j'ai proposé,
Et je vais le faire en essayant d'harmoniser ma démarche avec l'idée de l'Atlantique, de l'Afrique atlantique. Ce que j'ai proposé, c'est de reconstruire la CEDEAO, mais une nouvelle CEDEAO. Il faut trouver un moyen de proposer une forme organisationnelle qui n'est plus celle qui historiquement a fait son temps et a atteint ses limites, j'allais dire, d'incompétence. On n'aura plus jamais la CEDEAO qu'on avait avant. Et la CEDEAO flamboyante qui avait atteint un certain niveau, c'est fini ça, historiquement parlant. Ces trois pays qui sont partis, on ne pourra pas trouver un moyen de les faire ramener dans les mêmes termes du débat. Donc c'est pour ça que nous, on a proposé, au niveau de l'Institut panafricain de stratégie, dans une réflexion qu'on a menée, de créer le vieux rêve de tous les panafricanistes, la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, une fédération politique, et d'aller discuter avec ces trois pays qui se réclament tous du panafricanisme, qu'ils viennent prendre toute leur place pour qu'on proclame ensemble la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette fédération doit récupérer un pays membre fondateur de la CEDEAO qui s'appelle la Mauritanie, qui était le 16e membre de la CEDEAO, qui avait quitté et qui s'est retrouvé, soit disons dans l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, qui ne marche pas et qui est structurellement bloqué. Et de ce point de vue, la Mauritanie reprenant toute sa place, le Maroc qui a tapé aux portes de la CEDEAO avec quelques incompréhensions, etc. Le Maroc qui aujourd'hui, objectivement, mon ami Abdou Fall l'a démontré, le professeur l'a démontré, Moubarak Lo, tous les amis qui sont intervenus, le Maroc est dans une posture de locomotive, un pays locomotive, qui est en train de, parce que le Maroc a eu cette vision stratégique d'exploiter ce qu'on appelle sa profondeur africaine. Quand nos frères des autres pays de l'Afrique du Nord ont regardé obstinément vers l'Europe, vers le Nord, le Maroc a regardé vers le Sud. Et aujourd'hui, le Maroc peut tirer le dividende, les dividendes même, c'est beaucoup plus complexe, les dividendes de son investissement, non seulement affectif vers sa profondeur africaine, mais de son investissement effectif en matière en banque, en système de télécom, dans différents secteurs, agriculture et tout. Le Maroc a fait un super boulot qui fait que c'est le seul pays africain, à mon avis, et j'ose le dire et l'assumer, qui tape à la porte de l'émergence. Quel est l'autre pays africain émergent qu'on connaît? Je l'ai dit parfois, on me dit l'Afrique du Sud. Je dis l'Afrique du Sud, les blancs sud-africains sont émergents, les noirs sud-africains sont immergents. Ils ne sont pas du tout émergents. Ils font partie des Africains les plus pauvres du monde. Donc c'est le Maroc qui peut tirer ce nouveau projet de la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest en étant membre fondateur comme tout le monde. Parce que c'est une sorte de rebelote générale, on rabat les cartes. Le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina, Nigeria, Côte d'Ivoire, tout le monde, on se met autour d'une même table, Maroc, Mauritanie, Sénégal, et on retrouve les trois pays dont vous parliez dans le cadre du projet Atlantique. Ces pays vont tirer, être plus ou moins les locomotives. Le Nigeria sera locomotive, la Côte d'Ivoire et le Ghana seront locomotives. Maintenant, les gens vont me dire, oui, mais il y a des pays qui ne sont pas sur l'Atlantique. C'est là la question que j'allais poser dès le départ pour questionner notre projet sur le fond. Le projet de l'Atlantique est un projet d'élargissement et un projet inclusif. Que ferons-nous des pays africains qui ne sont pas sur l'Atlantique et qui sont proches? Est-ce qu'on va dire les pays de l'Afrique atlantique et leurs alliés ou leurs voisins? Parce qu'on ne peut pas, le Sénégal ne peut pas être dans un projet sans le Mali, sans les pays voisins qui ne sont pas effectivement des pays frontaliers de l'Atlantique. Donc si on part de la CEDEAO, on aura 17 pays. Maintenant, moi, je propose un pays sahélien qui, objectivement, devait être un pays de la CEDEAO et qui est dans l'Afrique centrale. Là-bas, l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique des pluies à n'en plus finir. Ce pays, c'est le Tchad. Le Tchad. Moi, je pense que si on recompose une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, le président du Tchad a toujours voulu adhérer à la CEDEAO. Il était même observateur. Donc, pourquoi ne pas avoir une entité de 18 pays? Et ces 18 pays couvriront l'essentiel de notre projet atlantique
Et quand ce projet sera solide, on tendra la main aux autres pays membres de l'Atlantique qui sont de l'autre côté. Et 18 pays, ça fait exactement un tiers de l'Union africaine. J'ai été très dur avec l'Union africaine. L'Union africaine ne marche pas. L'Union africaine est une institution non seulement en panne, mais les pièces détachées ne sont pas trouvables. Et donc, comme on n'a pas le temps d'attendre qu'on fabrique les pièces détachées pour revenir réparer la machine, il faut accepter que l'Afrique aille faire une nouvelle organisation continentale. Comme c'est très grand et c'est très compliqué, on commence par les communautés régionales qui sont toutes en panne. Parce qu'on parle de l'UMA, la CEDEAO est en panne, la SADC est en panne, l'East African Community est en panne. Toutes nos institutions, et quelqu'un disait, c'est une formule un peu dure, mais il dit c'est des institutions, c'est des organisations qui sont des tortues avec des freins. C'est-à-dire ces organisations qui étaient créées pour accélérer l'intégration africaine, pour régler la question de l'unité de nos pays. Mais où est l'Union africaine au Soudan? Des milliers de morts, une catastrophe pour l'Afrique. Le Soudan, un pays central pour ce continent. L'Union africaine est silencieuse. Où est l'Union africaine en RDC? C'est-à-dire aujourd'hui, des pays du monde, les États, Washington et Doha, prennent en charge la plus grande crise africaine que nous devions régler nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand je vois des communiqués de l'Union africaine pour saluer les accords de Washington et de Doha, mais personnellement, j'en tombe malade. Et comme il n'y a pas d'ordonnance pour guérir de ce genre de maladie, c'est nous dire, chers amis, il faut avoir le courage de nos opinions. Langage diplomatique, je suis d'accord, je sais le faire quand c'est nécessaire. Mais quand le destin de l'Afrique se joue et on frôle la tragédie, il faut dire certaines vérités. Ça ne marche pas. Quelqu'un l'a dit, belle formule, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Donc il faut tourner cette page, développer une nouvelle théorie de l'intégration africaine, pousser nos États à la fédération, arrêter de faire, comme disait le président Wade, notre compétition ruineuse entre nous et nous organiser. L'Afrique a le droit de rattraper l'Inde et de viser la Chine et de vouloir faire partie des World Global Players, les grands acteurs de ce monde. Mais quand je vois des Africains qui trouvent que tout va bien, on avance bien dans le système, je dis c'est ça le langage de la défaite qu'on nous a inculqué depuis 1960. Il faut arrêter avec ça. Je peux continuer sur 1 heure, mais je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Merci. Ben, sur les tortues avec frein, un ami ivoirien que tu aimes bien avait dit, lorsque le René Dumont a sorti son livre, l'Afrique noire est mal partie, il y a un Ivoirien qui a dit, on n'est même pas parti, on est parti où? Non. C'est très important pour moi. Et pour aller dans le fond des choses, j'aime une citation pour montrer l'importance du voisinage, une citation du roi Hassan II qui disait qu'on ne choisit pas ses voisins. Que quand on a une maison qu'on n'aime pas, ou on n'est pas content de ce quartier, on peut vendre et acheter ailleurs. Mais un État ne peut pas déménager. Donc, et ça c'est très important. Il a toujours dit ça, un État ne peut pas déménager. Donc vous êtes obligé de vous entendre avec les gens de la région. Donc, et ceci d'autant mieux et plus que Maroc, Mauritanie, Sénégal, nous sommes ici présents, c'est une bonne continuité géographique, de bonne entente, et c'est très intéressant. Et ce qui m'intéresse ici, oui. Non, c'est bon, alors je vais essayer de ne pas regarder, mais sinon il va m'aider. Ce qui est très important donc, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, et je parle du projet de pipeline, pour moi est une continuité maritime de ce qui existe depuis des siècles sur le terrain. Les caravanes qui vont du nord au sud, qui vont plus précisément de Sidi Majassane à Tombouctou, Ségou, en passant. Les premières fois où j'étais à l'école moderne, la première fois où j'ai vu une épicerie moderne ou une institution moderne, c'était une épicerie marocaine, par exemple, à Saint-Louis.
c'est des choses qui sont très importantes. Et pour moi, cette réunion, je suis venu essentiellement pour parler de ce gazoduc, de ce pipeline, Maroc. Oui, alors j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Oui, je vais essayer de suivre. Au centre de mon centre d'études stratégiques, on a... Non, c'est bon, je vais essayer, je ne serai pas long. Le gazoduc est extrêmement important. Merci beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est que le gazoduc Afrique-Atlantique-Nigeria, initié par le Maroc en décembre 2016, à l'occasion d'une visite du roi Mohamed VI au Nigeria, est très important. Ce n'est pas une idée, c'est un projet. Et je suis d'une génération, comme je l'ai dit, qui a beaucoup souffert des idées. Fin des années 59-60, puis l'idée ceci. Là, c'est un projet, et un projet évalué à 25 milliards de dollars à l'époque, qui couvre 13 pays et qui occupe à peu près 5600 à 6800 kilomètres. Donc c'est du concret. Et je pense, si nous voulons que nos enfants nous respectent, et nos petits-enfants nous respectent, et qu'ils émigrent moins. Vous savez, on se plaint beaucoup de l'immigration, mais sans l'immigration, l'Europe ne fonctionnerait même plus. Je ne le dis pas pour encourager l'immigration, mais je dis c'est un alibi. C'est un alibi. Mais si nous faisons en sorte que nos enfants et nos petits-enfants restent ici, et ils peuvent, avec ce genre de projet, 13 pays, 5600 à 6800 km, c'est extraordinaire. Et à titre d'exemple, l'un des pipelines les plus connus est celui du Nord Stream, qui lie la Russie à l'Allemagne. Il n'est que de 1234 km. 1234 km. Et le projet marocain est extrêmement intéressant. Et la façon dont il s'est fait est encore plus intéressante. Maroc, Mauritanie, Sénégal. Nigeria, Bénin, et Togo, Ghana et presque sont déjà initiés. Donc, l'intérêt, au-delà de moyens, maintenant je ne consulte plus, c'était terminé. Mais maintenant, ce qui est intéressant, le Maroc a pu obtenir un début de financement des études. Comment, à travers d'ailleurs des méthodes assez intelligentes par la Banque islamique, alors que ce n'est pas son activité principale, comment, je sais que Exim Bank a voulu faire quelque chose en marge de la conférence, comment nous, dans la région, nous pouvons nous mobiliser comme État, comme individu, comme lobby. C'est un projet concret qui lie les pays économiquement. Les Américains disent qu'on peut mentir, mais que l'argent ne ment pas, parce qu'il matérialise ce qu'il fait. Donc, comment nous pouvons faire en sorte que ce projet, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, regardez l'Atlantique, comment faire en sorte que ce projet puisse mobiliser les attentions et les financements dans la région. En commençant donc Maroc, Mauritanie, Sénégal. Déjà, on a le Nigeria, le Bénin et le Togo, et le Ghana. Il avance pratiquement sur la Côte d'Ivoire, la petite côte et côte du nombre d'États, c'est plus compliqué parce qu'il faut des conventions. Et l'idée, malgré tous les problèmes d'associer les pays enclavés et qui ont quitté la CEDEAO, parce que l'économie restera. Comment le faire? Et je pense, monsieur l'ambassadeur, vous nous tous, monsieur le président, et surtout notre président est tellement actif, il s'occupe de tout, c'est comment penser faire de ce projet de pipeline, et c'est très difficile en Afrique, un projet concret qui est bien, immédiatement on cherche à le politiser. Donc il faut éviter la politisation de ce projet pour ne voir que son côté économique, son côté social, et l'idée même qu'il y aura des annexes
vers le Mali, le Burkina et le Niger, je trouve que c'est une très bonne chose et on découvrira l'intérêt de ça. Voilà donc ce que je veux dire. Le point que je voulais faire, c'est l'économie et la garantie de la paix. Ce projet est vraiment la base d'une bonne économie. Deuxièmement, ou troisièmement, j'avais dit que nous sommes condamnés à vivre parce qu'on ne peut pas déménager. Donc, comment renforcer la capacité de la coopération autour de ce projet avec éventuellement les annexes vers les pays qui en ont besoin. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, pour des tas de raisons, en particulier le respect du président, je vais m'arrêter ici, mais c'est un projet extrêmement important. Nous devons le soutenir. Le soutenir, je veux dire, le connaître mieux et savoir comment le faire connaître et que ce n'est pas un projet grandiose, mais c'est un projet qui se concrétise si on y met la main à la pâte et il est déjà terminé. Tanger jusqu'à la frontière Maroc existe déjà. C'est l'ancien pipeline déjà qui va de Cadix, qui va de Tanger à Cadix en Espagne. Donc il est déjà terminé. Donc comment descendre vers le reste du pays? Merci Monsieur le Président. Désolé d'avoir été court. Merci bien, merci bien, Excellence, Monsieur le Ministre. Donc, je donne la parole à son Excellence l'ambassadeur Amadou Diop. Celui-là, ok. Merci. Et justement, c'est dans cette déclinaison que lorsque nous avons pu accompagner pour le ministre d'État Moustapha Niasse et à l'époque le général Boubacar Ouane au cours du dîner que nous a offert le roi Hassan II à 1h du matin, lorsque nous sommes venus, il dit Moustapha, vraiment, j'ai vu le message que vous m'avez dit pour la demande du président Diouf. Dites-moi ce que vous voulez. Et on va le faire. Nous avons exprimé ce que nous voulions. Et il me dit, vous savez, peut-être ça va vous surprendre. Et ça rejoint ce que j'ai dit de cette conquête des Almoravides qui sont venus jusqu'au berger de Saint-Louis. Peut-être vous ne savez pas, mais je suis quelque part, j'ai le sang sénégalais. Ma mère est originaire de Saint-Louis, des berges de Saint-Louis. Donc voilà cette histoire de brassage qui ont commencé, qui ont fait que les peuples marocains, mauritaniens et sénégalais sont les mêmes peuples. Et donc tous les lits. Alors si tous les lits, je crois que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a eu le mérite de cette vision de restituer ce que l'histoire, la géographie, la culture, la spiritualité, l'interdépendance ont tissé entre ces deux peuples. Entre ces peuples, je dirais même avec la Mauritanie. Donc de cette interdépendance, de cette ligne directrice, je ne pourrais pas ne pas évoquer, entre autres, de quelques éléments clés, mais de manière très ramassée, comme je l'ai dit, parce que ça a été déjà dit. Le premier élément, c'est un peu le cadre politico-institutionnel. L'histoire, et comme j'ai toujours revisité l'histoire, a montré que toutes les grandes constructions ont été portées par des hommes. C'est l'histoire qui l'enseigne. Toutes les grandes œuvres sont portées par des hommes. Je ne serai pas là un peu prisonnier du passé, mais permettez-moi d'en évoquer. 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est pour l'expansion de Babylone, ce sont des leaders qui se sont levés de la je ne dirais pas de la plèbe, mais de la potestas, comme ce fut le cas de la Grèce et de Rome. Mais plus récemment, au XIVe siècle, on a eu la même impulsion portée par l'Espagne et le Portugal, les leaders. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la Grande-Bretagne et la France.
1945, les États-Unis et l'URSS. Et surtout l'exemple le plus marquant et qui vient en osmose avec nos discussions, c'est 1957, le traité de Rome qui a porté sur les fonds baptismaux la CE et l'Union européenne. Et justement, quand le ministre Abdou Fall parlait, on retrouvait les éléments, les bases qui ont permis. Et ces bases-là, ça a été évoqué. Il faut cette trilogie. Il faut des hommes pour le porter, Adenauer et d'autres grands leaders, Jean Monnet. Il faut aussi une base. On sortait de la... Et il faut une bascule. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe déchirée, foudroyée. Et comme on dit, ce sont souvent après les fractures, les déchirures, que les peuples trouvent le moyen de rebondir. En tout cas, il y a cette bascule. Et puis aussi, il faut une base sur laquelle objective le réel, le charbon et l'acier. Oui. Et je crois que de cela, de 1957 à ce que nous sommes aujourd'hui, 27 États, où l'Europe constitue économiquement, financièrement, la première puissance économique du monde. On parle, maintenant ils sont talonnés par la Chine, mais en termes de capacité, de potentiel économique, voilà donc comment un cheminement se bâtit, comment un espace se consolide à travers le temps et l'espace. C'est dans le même esprit donc qu'il faut saluer le leadership de Sa Majesté Mohamed VI, digne continuateur des Alaouites, digne continuateur aussi de ce que Mohamed V a eu comme impulsion dans la création de l'OUA. C'est une tradition forte du Maroc. C'est aussi ce que le roi Hassan II n'a cessé de faire. Donc vraiment le Maroc a cette intelligence, cette vision d'être toujours dans ce mouvement. Et pour compter, il a pu compter dans ce débat sur comment constituer les bases d'une Afrique, le débat qu'il y a eu, le président Senghor, avec le grand débat qu'il y a eu sur Kwame Nkrumah, unité de l'Afrique, mais en tout cas de cause, voilà. Mais finalement le compromis a pu rejoindre de manière fondamentale les cercles concentriques théorisés par le président Senghor. Et je retrouve d'ailleurs dans les dernières propositions que le ministre d'État Gadio devait faire, les fondamentaux de ces cercles concentriques, en disant qu'il y a des organisations qui ont fait leurs limites, il faudrait une refondation, mais une refondation circonscrite. Je crois que nous retrouvons ce qu'il avait théorisé de manière opérationnelle, vous venez de l'évoquer. Ça veut dire que là aussi c'est une base, c'est une approche importante. Il y a cette approche historique, politico-institutionnelle, mais il y a aussi cette nécessité d'avoir une connectivité territoriale. Et dans cette connectivité territoriale, nous avons vu que ça peut être une décolonisation, notre zone, notre espace qui est concerné, Mauritanie, Maroc, Sénégal. C'est ce que nous avons trouvé dans la vision 2063 à l'échelle continentale, mais c'est une déclinaison, d'autant plus que ce que je viens d'invoquer de l'histoire, cette continuation, c'est une épine dorsale. Là aussi, ça fait un enseignement de l'histoire. Autant que toute construction est portée par un leadership, autant aussi par toute constitution d'un ensemble, d'un bloc, doit être reposée sur une colonne vertébrale. On a parlé tout de suite de la communauté économique européenne. Mais la colonne vertébrale, c'était le Benelux. Et ça, en considération. Bon. Les États-Unis avec leur puissance, la colonne vertébrale, c'était la façade Est, les 13 États américains qui ont proclamé leur indépendance en 1776.
Et là aussi, c'est l'occasion de saluer la vision du Maroc avec le sultan qui en 1700, Mohamed. Donc, il faut dire que l'histoire a une... Mais dans tous les cas, il faut une épine dorsale. Les grandes constructions, actuellement, si on analyse de manière fondamentale, la Chine a pu, c'est un espace, mais la colonne vertébrale qui a pu assurer son expansion reposait sur une bande bien déterminée. L'URSS, la Russie actuellement, d'ailleurs une des raisons qui explique la guerre entre l'URSS, parce que tout se tient, la Russie et l'Ukraine, parce que l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'URSS d'alors, c'était cette zone du Donbass avec l'Ukraine comme tête de pont. Les plus grandes richesses se trouvaient là sous le sous-sol. C'est d'ailleurs ce que le président Trump veut négocier en retour pour les récupérer. Cette force, cette capacité, et même sur le plan géopolitique, les plus grandes forces stationnées en Crimée militaire étaient dans cette zone. Ça veut dire qu'il faut une épine dorsale. Et en l'espèce, si on regarde bien la physionomie, la cartographie, l'histoire, la géographie, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal devraient être cette colonne vertébrale qui puisse se prolonger pour constituer le socle mobilisateur à une attraction vers le haut. C'est le deuxième élément que je voulais évoquer. Troisième élément, très brièvement, c'est la mer, une économie bleue. L'analyse a été faite par plusieurs économistes, mais je crois que c'est toutes les analyses qui vont converger. Parce que toutes les grandes richesses, l'avenir se joue. Bon, il y a sur le plan géostratégique, on dit que sur le plan militaire, c'est l'espace qui va déterminer. Mais la richesse, les richesses du monde, ça se joue dans la mer. Toutes les richesses. Et dans cette bande-là, nous avons à l'esprit que toujours la terre, la mer et la continuation de la terre. Et là, je ne veux pas trop rester dans un rôle soufi, mais je crois qu'en revisitant le Coran, on se rendra compte les 73% que le Dieu nous a constitués pour la mer et les 27% pour la terre. On a pu voir, selon le soufi, que Dieu a trouvé cet équilibre en montrant en tout état de cause que la puissance se trouve dans la mer. Donc ça veut dire ça nous ramène à l'économie bleue. Et ce que je viens de dire peut-être de manière spirituelle, revenons maintenant de manière pratique dans les recherches. Toutes les grandes richesses se trouvent dans la mer. Et cette zone, cette bande qui va du Maroc, Mauritanie, Sénégal, ce sont les richesses halieutiques au monde. C'est la zone la plus poissonneuse, quelle que soit la beauté de la voiture. Ici, sans essence, en tout cas, ça ne peut pas marcher. Bon, maintenant, on est au niveau de l'électrique, mais en tout cas, il faut de l'énergie pour pouvoir propulser la voiture. Mais dans ces investissements massifs, il faut un investissement massif pour réaliser ce projet. L'Europe, le plan Marshall en a été un cas où des financements innovants peuvent et doivent aider à mobiliser les ressources. Autre ressource, et là aussi, en ce fait, non, les pères fondateurs ont été visionnaires. Le président Senghor, quand il théorisait la nécessité de la coopération arabo-berbère, et où nous sommes arrivés, lui, en rapport avec le président, avec Sa Majesté le roi Hassan II, à lancer au Caire la première grande conférence arabo-africain, 1976. Voilà. Mais ce débat, il faut relire le discours en disant que nous sommes liés. Nous avons un lien ombilical. Ce lien ombilical devra se fructifier par l'apport des uns et des autres. Nous avons nos matières premières, nous avons les potentialités, mais nous avons aussi les pays arabes. Vous avez les capitaux. Mais rapidement, l'argent qui peut être mobilisé. Et sur ce plan-là, le Maroc est un pont, étant la lisière
entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain. D'ailleurs, comme je le rappelais, le roi Hassan II, je me retrouve avec Senghor parce que nous sommes le produit d'un métissage. Parce que nous constituons entre le nord et le sud les pays carrefour. Mais ces pays carrefour, en partant de cette nécessité de financement, les capitaux que le Qatar a mobilisés, les capitaux que les Émirats arabes unis peuvent mobiliser, les capitaux que l'Arabie saoudite peut mobiliser. Mais ces capitaux avec le Maroc qui est un tampon, sans compter les autres banques qui peuvent mobiliser, qui sont là, la BAD, Banque africaine de développement, la BID, la Banque islamique de développement, BADEA. Donc tous ces moyens doivent être mobilisés dans cette cause. J'ai taquiné quelqu'un, le président Trump, rien que pour son déplacement, les deux pays réunis ont pu dire en termes d'investissement 8 000 milliards. 8 000 milliards. Je crois que là, il y a un dispositif à capter sur le plan de financement parce que le plan Marshall, ça a permis à fonctionner. Et même l'Union européenne, non seulement il y a eu des banques qui ont été créées pour appuyer la BEI, la Banque européenne de développement, mais leur élargissement, ils ont trouvé des mécanismes. Par exemple, en Europe, les fonds structurels ont permis de tirer des pays comme le Portugal et l'Espagne et la Grèce et d'avoir un maillage financier pour... comme vous l'avez dit aussi, les pays de l'Est qui sont venus dans le giron de l'Union européenne, ils ont pu, Pologne, Roumanie, ils ont pu bénéficier d'investissements massifs qui leur permettent d'envergure. Donc voilà un projet, un financement et je crois un leadership qui permet d'arriver à la réalisation des objectifs. Et je terminerai par là où je devais commencer. Tout développement doit se faire dans la sécurité. La sécurité. Et dans ce volet sécuritaire, les enjeux que nous avons, ce ne sont pas uniquement des enjeux, comme je dis, au Sahel, stricto sensu. C'est le problème de sécurité aigu que nous avons au Sahel. C'est le même problème, même défi qui se pose dans toute la bande de la façade atlantique, sur terre comme sur mer. Sur mer, vous voyez les difficultés que nous avons. Ça va donc au-delà. Ça veut dire que pour pouvoir réussir ce pari, il faut mutualiser les forces, la sécurité. Et à ce niveau-là, le Maroc, quand même, a un potentiel de coopération, de partenariat qui peut largement aider à assurer la stabilité. C'est de cette mutualisation-là que nous pouvons réussir. Et c'est de cette mutualisation-là que le Maroc a sa place dans la CEDEAO. Le Maroc peut et doit jouer son rôle dans la CEDEAO pour répondre à ces objectifs d'accompagnement. Je vous remercie. Je pense que pour le dernier, c'est certainement, ils ont fait de très belles introductions et de développements. Ils auront qu'à exprimer les 3 belles idées, hein, ou 4 ou 5, en tout cas, de propositions, et qu'on arrive au terme de ce panel-là. Donc je commence par Monsieur le ministre Abdou Fall, et comme ça on laissera au soin pour la Teranga aussi au Maroc de clôturer au Khitam ou au Misk. Qui va prendre la parole? Ok. Oui, moi je Il veut la parole. Avant eux. Ouais. Voilà, c'était ça qui était prévu. Voilà, je vous donne mon temps d'intervention. Non, je n'ai rien à... Ah d'accord. Vous aurez la parole.
Non, comme disait Descartes, cogito ergo sum. Donc au moment des échanges, j'ai déjà eu aussi des idées. En fait, on peut s'adosser à n'importe quel paradigme international le plus développé. Le plus important, il faut passer à l'effectivité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À un moment donné, il faut faire aussi œuvre de courage, mais également prendre le train en marche et passer à l'acte ou à l'action. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout à l'heure, effectivement, le Benelux a été cité également comme exemple. Ce sont de petites coalitions, de petits formats qui ont fait leurs preuves. Et le Benelux a été mon fondateur de la CE en 1957. Il y a aussi les États baltiques, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, qui dernièrement ont lancé ce qu'on appelle le rail adriatique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mer Adriatique. Et ce sont de petites coalitions qui réussissent. Je peux citer le Mercosur, le Mercado Común del Sur, il y a l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay. Je peux citer la communauté andine, mais elle fait partie à peu près constituée de 4, je pense, y compris l'Équateur, qui récemment, pour votre information, a pris une position courageuse, premier producteur de bananes. Et on dit que parfois la banane peut aboutir à des résultats politiques. La règle première de la géoéconomie, c'est que flag follows the trade. C'est-à-dire on crée un matelas d'intérêt, l'interdépendance, de telle sorte que il est inimaginable de faire la guerre, déclarer la guerre à votre partenaire. C'est pas possible. Et donc finalement, c'est du réseautage. C'est ce que nous voudrions aussi, à travers cet exemple, à mon avis, qui est, comment dirais-je, très pertinent, de je dirais pas la trinité, mais la trilogie, le triptyque Sénégal, Mauritanie, Maroc. Donc déjà, la Mauritanie, nous partageons la racine, peut-être l'expression romaine, los moros, ou la Mauritanie gitane. Déjà, ça c'est important parce qu'il y a une histoire qui est là. Moi, je suis aussi métis ou métissé. Je sens que j'ai aussi les racines ici. Et ça me rappelle ce que disait le roi Hassan II dans son ouvrage Le Défi, qu'il avait écrit en 76 déjà. Quand il a... Albin Michel, exactement, universitaire que vous êtes. Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines plongent profondément en Afrique, qui respire grâce à son feuillage, qui vous l'avez traduite de façon très ingénieuse par la verticalité et l'horizontalité. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire concevoir cette petite intégration, non pas de façon close ou fermée, mais de façon ouverte, pour qu'elle puisse profiter des effets d'entraînement induits par d'autres processus, que ce soit euro-méditerranéen. La Mauritanie a rejoint le processus de Barcelone, je pense, très tôt, en 97, si ma mémoire est bonne. Mais sous le nom, Abdou Diouf, son excellence, avait formulé une demande d'adhésion à l'UMA. Je pense que c'était les années 90, si je m'en souviens. Ça veut dire qu'il a vu juste en voulant donner au Sénégal un ancrage méditerranéen. Et là, c'était une vision aussi géopolitique. Moi, je crois qu'il faut un peu ressusciter ce genre de dynamique à l'heure, parce que ça permet de créer de l'espoir, parce que nous avons une jeunesse parfois oisive. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a donné des chiffres par rapport à l'employabilité, l'oisiveté, etc. Il faut leur donner de l'espoir et finalement éviter parfois les hémorragies en termes d'immigration dite irrégulière, pour s'adosser à la terminologie de l'Organisation mondiale pour les migrations. L'Union européenne a commencé très modestement. C'était la CECA en 51 avec l'Allemagne et la France, sur une base matérielle, oui. En enterrant la H2P, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y avait des visionnaires, mais en même temps, elle est passée à une union douanière au départ, par la suite se transformant en marché commun. Vous savez que la première politique que l'Union européenne avait lancée à l'époque, la politique commune, c'était la PAC, la politique agricole commune, en 62, qui est fondée sur la solidarité financière, l'unicité des marchés, mais également, je pense, il y avait une sorte de restitution communautaire, c'est-à-dire que quand l'Europe est excédentaire, elle pouvait exporter à base de subventions, etc. Moi, je crois que nous avons besoin de cette vision. On peut commencer par des accords de libre-échange. On peut passer à une union douanière. On peut passer à un marché commun. On peut passer à une union économique et monétaire. Il faut relever la barre haute, mais être modeste. Mais je voudrais dire une chose aussi, peut-être que c'est une question préjudicielle pour nous, mais elle est existentielle. Nous considérons désormais que la question de l'intégrité territoriale est résolue. Donc il n'y a pas de problématique en termes de discontinuité géographique avec la Mauritanie, que nous chérissons tant, évidemment, et j'ai énormément d'amis mauritaniens. Nous avions aussi, j'avais aussi en mémoire,
Monsieur le ministre, une étudiante doctorante qui avait travaillé sur les accords de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne. Et on avait conclu qu'en réalité, parfois, il y a une sorte de lésion en termes d'échange. Ça veut dire que les prix sont un peu bradés. Imaginons si on peut négocier ensemble les accords de pêche. Le Maroc a suspendu. En fait, l'accord a expiré, c'était en juillet 2023. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'accord de pêche. Parce que nous voudrions plus de mois de repos biologique, de contrepartie financière, parce que les sommes ont été extrêmement modiques. Mais en même temps, faire en sorte que le secteur de la pêcherie, enfin, parce que nous avons créé dans le cadre de l'économie bleue, également une vision qui puisse réellement apporter des revenus substantiels et les redistribuer aux petits pêcheurs, notamment de ce qu'on appelle la pêche traditionnelle. Si on peut augmenter notre bargaining et négocier ensemble, moi je pense que ça peut apporter énormément de poids à notre démarche négociatoire et c'est une belle idée que celle de passer vers un autre stade ou un autre palier, celle de la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, sans oublier la base arrière sur le plan territorial, c'est-à-dire les États du Sahel. D'ailleurs, quand on parle du Sahara, et Monsieur le ministre a été présent avec nous, Feu Ben Aïssa, d'ailleurs un hommage lui sera rendu en septembre, y compris, moi j'y serai, j'ai donné mon accord ferme. Le Grand Sahara s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge, donc ça inclut Djibouti, l'Éthiopie, donc nous avons des combinaisons intelligentes. Maintenant c'est le politique qui doit mettre en branle le processus et je pense le reste suivra. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que s'il y a quelques questions ou suggestions assez brèves, avant que notre ami Moubarak, nous saluons l'arrivée de son Excellence Président Moustapha Agnès, qui nous fait l'honneur de venir pour la clôture. Et très bien. Donc, vous avez demandé la parole, M. Socrate Diallo, et puis notre ami de l'Université Abdul Malik Sardi, et Madame... Comment? Madame Sow. Et Colonel Diallo, voilà. Et voilà, donc on leur donne la parole. Socrate, tu as la parole pour ne pas... Voilà. C'est pas long. C'est juste pour découvrir que nous ne sommes pas des extraterrestres. En saluant la proposition de ministre Cheikh Gadiou. Voilà, j'ai parlé à haute voix avant. Voilà, c'est vraiment, je salue Gadiou votre position. Tout à l'heure, j'ai parlé de courage. Votre intervention a démontré que vous avez du courage. Et je souhaite que ce courage-là essaime parmi tous les Africains et parmi tous les décideurs pour reconnaître aujourd'hui que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des organisations que nous avons eues jusqu'à présent ne marchent plus. Mais de grâce, il n'y a que Allah qui est éternel et immuable. Je répète, seul Allah est éternel et immuable. Même ceux qui ne sont pas, même ceux qui n'ont pas cru en Allah, je pense à Héraclite, je pense à Hegel, on peut théoriser que tout ce qui existe mérite de périr. Surtout lorsque ces gens-là risquent de faire périr des milliards et des milliards de personnes. Merci. Je te salue que tu aies pu dire que on doit avoir le courage de réformer ces choses-là. Et là, j'ai fait une proposition qui va dans le sens de ce que j'ai dit. Nous avons dit, au mois d'août 2024, nous avons proposé, par rapport à la CEDEAO, et ça rejoint pratiquement ce que votre institution a proposé, une hypothèse de refondation de la CEDEAO. Il fallait arriver à créer ce qu'on appelle la communauté des États africains riverains de l'Atlantique Sud et du Sahel.
Et ça partirait du Maroc, donc on est toujours dans l'Atlantique, n'est-ce pas, et prendrait l'Interland, le Sahel, ça rejoint une initiative de Sa Majesté, soit par rapport aux routes qu'il faut ouvrir vers le Maroc, et ça reprend toute l'Atlantique. Donc une communauté économique qui aiderait à la refondation de la CEDEAO et en reprenant, pour ne pas faire table rase de tout ce qui existe, en reprenant les acquis de la CEDEAO et de certaines autres organisations régionales. Merci beaucoup. Merci. Refondation, c'est le mot. Merci beaucoup. La parole à notre collègue de l'Université Abdou Malik Sardi, monsieur professeur Nabil Jedlan. Merci. Donc, brièvement, par rapport à l'accompagnement des startups, j'avais conduit une enquête auprès de l'OCDE sur l'accompagnement des startups. Il y avait deux positions très claires. Les banquiers disaient qu'il n'y a pas de problème de financement. Les dirigeants start-up disaient qu'il y avait un problème d'accès au financement. Et là, il a le piège des définitions. L'informel, qu'est-ce qu'on veut faire et dire par l'informel. Je ferme la parenthèse pour revenir à la question de financement encore une fois et les capitaux des pays du Golfe. Je rappelle que le Maroc n'a pas ignoré cette problématique en créant Casablanca Finance City. Casablanca Finance City est normalement dédié à cela, de canaliser les capitaux des pays du Golfe et surtout des fonds souverains vers les marchés africains. Et je crois que c'est clair et maintenant on est très en avance dans ce projet, il y a du concret. Troisième point par rapport à l'expérience marocaine. J'ai assisté cette année, mars en 2025 à Addis Ababa, à la conférence des ministres et à la demande de 6 ou 7 pays, l'expérience marocaine, notamment en termes de zone économique spéciale, serait normalement exportée vers d'autres pays. D'accord. Donc, dernière idée, c'est par rapport au gazoduc. Moi, je crois que le gazoduc, ce n'est pas un simple projet. C'est un espoir, c'est un message aux jeunes Africains et Africains qu'on peut réaliser de méga projets ensemble, on peut trouver les financements, on peut dépasser les problèmes techniques, naturels, etc. si on est unis. Et merci. Merci beaucoup, si on est unis. Madame Sow, et après, ce sera derrière. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer le président Nias qui était là, présent, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'ensemble des prestigieux panélistes et invités. Alors, moi, je suis Fatou Sagnasso, conseillère technique du ministre de l'Industrie et du Commerce. Les échanges entre le Sénégal et le Maroc on n'a plus à démontrer la qualité et la quantité en termes de commerce. Même si la balance commerciale est largement déficitaire, c'est des importations soutenues et en constante augmentation entre le Sénégal et le Maroc, et c'est une relation privilégiée. Et au niveau de l'industrie, j'aime à donner l'exemple de la belle collaboration que nous développons en ce moment, notamment avec l'OCP, notamment avec le projet de transformation des phosphates de Matam. Et j'aime porter cet exemple parce que l'OCP, c'est d'abord un secteur privé qui a su s'appuyer. C'est l'occasion pour moi de porter un plaidoyer très fort pour ce qui est une passion chez moi, qui est l'innovation et la recherche et l'innovation. Et OCP a vraiment fait la démonstration de ce qu'on peut faire en s'appuyant sur ce levier qui, je le rappelle, est un point sous-jacent de l'axe 1 de notre agenda de transformation à horizon 2050. L'innovation, la recherche. Je pense que dans cette façade atlantique de l'Afrique, on peut, comme l'a démontré l'OCP, au-delà de se contenter de faire du transfert des technologies, mettre en place une véritable coopération au niveau de la science et de l'innovation. On a parlé de solidarité numérique qui va aboutir bien sûr à une certaine souveraineté numérique, mais au-delà de ça, on peut faire énormément de choses, faire en sorte que nos chercheurs développent l'Afrique de demain. C'est le premier moteur de développement économique endogène. Si on veut faire de l'Afrique une
entité particulière dans cet espace mondialisé, je crois que le premier des leviers, c'est faire en sorte qu'on s'appuie sur nos résultats de recherche et qu'on valorise ce qu'on est capable de faire. Du Maroc en Afrique du Sud, cet espace doit servir à ça, et c'est pas mon ami Abdoufal qui va me démentir. On porte ce plaidoyer et l'OCP fait la démonstration. Véritablement, le transfert de technologie que va nous permettre de faire cette entreprise entre le Maroc et le Sénégal est un exemple. Ils ont d'ailleurs appuyé une des structures de recherche qui est dans notre ministère, qui est l'ITA, en finançant un incubateur. Je crois que vraiment, si quelqu'un a appelé de ses voeux qu'on s'inscrive dans un pragmatisme pour montrer qu'on est capable de réussir, tellement il y a des exemples d'ensemble et d'initiatives lancées, mais celles-ci réussissent là sous l'angle de l'approche innovation technologique et voyons ce qu'on est capable de créer ensemble et de montrer à la face du monde. Merci. Merci beaucoup. Donc, monsieur, présentez-vous et après ça, nous... Merci. Je suis Omar Diallo, ancien directeur général des douanes, inspecteur général d'État à la retraite. Donc, je prends vraiment la parole pour remercier son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc, M. Nasri, pour cette invitation. Donc, je profite de cette occasion pour saluer mon grand frère, Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, mon frère, le ministre d'État, Cheikh Tidiane Gadio. Bon, je n'ai que des frères sur cette table, l'ambassadeur Diop, le ministre Abdoufal, j'en passe, sinon je citerai tout le monde. Alors, la douane, dans ce cadre d'échange pour l'Afrique atlantique, bon, quand on parle d'échange, de corridors, qu'ils soient routiers ou maritimes ou aériens, bon, on parle de mouvement de marchandises, de biens et de services. Donc, cela nécessite un accompagnement de l'administration des douanes dans tout ce genre de mouvement. Et la douane, donc, a un rôle essentiel à jouer dans la facilitation de ces échanges, dans la sécurisation de ces échanges. Donc, la douane doit donc accompagner ce genre d'initiative. Donc, une initiative portée par le Maroc, le Royaume du Maroc, mais surtout par Sa Majesté. On a parlé de leadership. Il est d'abord ici humain, c'est Sa Majesté. Il est également peut-être local, comme disait tout à l'heure un des éminents panélistes. Le Maroc est un pays également qui peut assumer ce leadership. Je pense que en se basant sur des pays, ou en tout cas en partant des pays, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal dans ses premiers taxes, nous pouvons bien résoudre certains problèmes. Là, je rejoins le ministre d'État Gadio. Si le Maroc n'a pas pu accéder facilement dans le cadre de la CEDEAO, certainement il y a eu des problèmes, en tout cas douaniers, des tarifs douaniers, en tout cas une concurrence qu'on avait pensé ne pas pouvoir être supportée par l'espace CEDEAO. Bon, maintenant il faut reformuler tout cela
avec cet éclatement malheureusement constaté de la CEDEAO. Son idée de fédération, je pense que le Maroc ferait bien de taper à la porte de la CEDEAO sous cette forme-là ou sous cette formule pour que ce projet Afrique-Atlantique soit mieux accepté, soit mieux partagé. Donc je pense que c'est une belle opportunité. Je ne serai pas en tout cas trop long. Merci encore de nous avoir permis de participer à cette rencontre. La douane, je pense qu'elle est prête à accompagner ce genre de projet dans la facilitation, dans la digitalisation, dans l'automatisation des procédures qui peuvent réduire donc les coûts d'exploitation ou les coûts qui sont supportés lors des échanges de marchandises entre les pays. Je vous remercie et je m'excuse. Merci beaucoup. Comme vous le savez, notre panel a été caractérisé et j'ai dit que la richesse de ce panel a été de combiner l'apport conceptuel paradigmatique et l'apport pratique au niveau de l'expérience. Donc c'est ainsi que nous allons terminer, tout en restant toujours sur ces va-et-vient sénégalo-marocains avec deux personnalités du panel, une du Maroc et une autre du Sénégal, qui vont répondre au nom du panel. Donc je commencerai par l'ambassadeur Amadou Diop, et après cela, notre collègue et cher ami Abou Dahab dira un dernier mot au nom du panel, avant que l'on passe aux conclusions et aux recommandations qui sont lues ici par notre frère et ami Moubarak Lo, pour clôturer ensuite. Donc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Amadou Diop, vous avez la parole. Pour m'excuser, coordonnateur, quand j'ai demandé avec insistance la parole, c'était juste, comme on dit, le jugement avait été rendu, mais s'il y a des faits nouveaux, vous êtes obligé de réouvrir le dossier. Et en cela, je présenterai mes excuses au ministre d'État Niass qui nous avait enseigné, lui qui m'a accueilli dans son bureau lorsque je sortais de la section diplomatique pour nous donner des conseils. Je me rappelle, nous dit que la discipline fait partie des règles cardinales de la diplomatie. C'était en 1982. Et aujourd'hui, je devais rester dans cette ligne, mais les deux éléments nouveaux, c'est par rapport à l'intervention de mon ami et frère Babacar Diallo et l'arrivée de celui que je viens de qualifier comme mon parrain, mon mentor. Ambassadeur Babacar Diallo, j'ai bien suivi effectivement. Vous avez analysé, nous analysons ensemble les grands facteurs, les facteurs, les enjeux qui sont en train de bousculer, de perturber notre région, notre sous-région, notre Afrique, le monde en général, parce que je crois que c'est une période de bascule. Et les conséquences ont été tirées qu'il faudrait revoir ce qui est la CEDEAO liée au mois. Et dans votre citation, vous avez pu dire exister ou dépérir, n'est-ce pas, Eric, vous avez cité. Alors là, je suis d'accord sur la formule d'avoir une bonne approche, mais comme on dit, il faudrait, en tenant compte de cette leçon de vouloir bâtir le nouveau en faisant disparaître l'ancien, je veux un peu peut-être, pas nuancer, mais en tout cas apporter des éléments de flexibilité. Là, je me rappelle aussi de notre enseignement du doyen ministre d'État quand il nous accueille. Un diplomate doit toujours être nuancé. Même
bon, doit être nuancé. Je suis d'accord avec vous. Et ça me permet donc, non, c'est pas un désaccord, c'est un approfondissement. Et c'est à ce titre que j'ai dit attention, je lis beaucoup d'éléments qui disent oui, il faudrait, à l'époque j'ai rappelé, il faut se débarrasser du CFA, il faudrait tourner la page de la CEDEAO, l'UEMOA obsolète, c'est néocolonial. J'ai dit attention. Et me revient à l'esprit cette phrase du président Mitterrand. Il disait en politique et dans la vie, en toute chose, vaut mieux procéder par addition que par soustraction. Merci. Et justement, c'est là où je termine pour dire qu'en l'espèce, et dans la vie diplomatique, ce qui a été dit, j'ai observé. Et en toutes circonstances, j'ai pu, avec votre autorisation, et c'est important cet aspect-là, mesurer la portée de cette phrase. Et c'est justement ce que nous vivons actuellement au Mali. Par rapport à ça, j'ai dit ça exactement à notre frère, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Je le dis, Abdoulaye Diop, je te rappelle, vous avez fait une erreur, il me dit quoi? Je dis, je vous rappelle cette phrase qu'en toute chose, il faut mieux vaut procéder par addition que par soustraction. Je lui dis qu'en faisant partir les Nations Unies, les troupes qui étaient en avance, Tombouctou et Gao, dont il y avait presque 1500 Sénégalais, on peut avoir des reproches par rapport à la France ou bien résident, mais dans cette logique d'addition, il vaut mieux les maintenir que de les faire partir. En les faisant partir, toute cette zone maintenant est complètement foudroyée par les djihadistes. Et maintenant, voilà la situation. Ça, c'était le premier élément factuel. Le deuxième élément, j'en termine là, c'est comme j'avais dit dans mon introduction préliminaire, je disais que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et cette mémoire, c'est ce qui s'est réveillé comme deuxième fait nouveau. C'est l'arrivée du ministre d'État Moussa Niasse. Je ne pouvais pas m'empêcher devant, comme on dit, chaque grand frère est le gardien de son petit frère. Mon gardien dans la diplomatie, c'est lui. Merci beaucoup. Nous avons cheminé ensemble la formation. Je vous ai raconté les anecdotes lorsque nous avons été reçus à dîner par le roi Hassan II. Lorsque nous avions été ensemble à l'Université Khadr, invités par le roi Hassan II, tout ce compagnonnage chez vous. Jusqu'à ce que, 3 fois, épaule à épaule, on se retrouvait dans la Kaaba. Merci pour tout, grand frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et tout cela dans cette même année où on continue la célébration de la convention d'établissement entre le Sénégal et le Maroc, qui a reçu le haut patronage de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye et de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc je pense qu'il y a un ensemble de symboles qui se réunissent aujourd'hui. Sur ce, je donne la parole à mon frère et ami et cher collègue, le professeur Abou Dahab, pour le dernier mot du panel avant que l'on procède à la clôture officielle de ce séminaire. Merci beaucoup. Je serai très bref. Barack Obama, dans sa campagne, disait « Yes, we can ». Oui, on peut. When we want, yeah, we can. Pourquoi? Parce que je crois que déjà nous avons un premier édifice qui traduit, qui exprime la capacité des Africains que nous sommes à se co-construire et à activer une approche d'intégration sud-sud à travers, je pense, le gazoduc, qui n'est pas Nigeria, Maroc, pour votre information. On ne l'appelle plus chez nous Maroc-Nigeria, mais on l'appelle le gazoduc Maroc-Atlantique. Et donc, c'est Afrique-Atlantique, finalement. C'est Afrique-Atlantique. Ça, c'est extrêmement important. Ça permet donc d'inclure l'ensemble des participants, je crois, aujourd'hui 13. Et pour votre information, le Maroc a déjà débloqué 6 milliards pour justement le tronçon entre Nador, donc c'est en Méditerranée, et le port de Dakhla en construction. Port de Nador pratiquement bientôt opérationnel. Ça veut dire nous y croyons fermement et nous avons évidemment préparé tous les éléments pour le rendre opérationnel. Voire même aujourd'hui, il y a des navires qui font des recherches
recherche océanographique sur justement la faisabilité. J'ai appris récemment aussi que le Togo a rejoint le processus et que donc déjà le Sénégal officiellement a commencé à débloquer les fonds nécessaires pour construire le tronçon et se relier évidemment au Nigeria. Moi je pense que c'est déjà une traduction à mon sens qui est éclatante, notre capacité d'autosuffire, évidemment non pas dans l'autarcie, ça a été dit tout à l'heure, mais dans l'interdépendance, c'est extrêmement important, et dans la complémentarité. Pourquoi c'est important le gazoduc? Ce n'est pas un projet seulement intergouvernemental, mais il profitera aux ménages, aux entreprises, aux familles, aux citoyens, etc. Je sais que le gaz, c'est une énergie fossile, mais il est moins polluant que le pétrole, par exemple, ou le charbon. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, juste pour terminer, en 2007, il y avait l'idée de lancer au Maroc le train à grande vitesse, à la suite d'une visite de M. Sarkozy à l'époque, qui avait fait de l'Union méditerranéenne parmi ses sacerdoces. Finalement, certains observateurs avaient dit, mais finalement, le TGV, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est somptueux, ce n'est pas en adéquation avec les besoins socio-économiques du pays, etc. Et j'étais avec d'autres collègues, parmi ceux qui l'ont encouragé, d'ailleurs, Nabil Jzlan, qui habite à Tanger, le prend pratiquement une fois par semaine. Alors, auparavant, on faisait pour partir de Rabat à Tanger, minimum 4 heures, sinon plus, quand il y a de la pluie. Aujourd'hui, on traverse exactement de Rabat à Tanger en l'espace d'1 heure 20 minutes. Évidemment, avec un autre projet aujourd'hui qui a été lancé pour relier Casablanca à Marrakech, puis à Agadir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quand il y a de la volonté, comme les 7 travaux d'Hercule dans la mythologie, on peut le faire dans le sens où finalement, qui en profite le mieux, ce sont les citoyens, ce sont les usagers et les passagers. Le gazoduc ainsi que d'autres projets sont transformateurs et c'est là on parle d'une géopolitique transformative. J'y crois en tout cas et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup cru en cet espace de partage qu'est l'Atlantique africaine. Merci de votre attention. C'est bon. Merci beaucoup. Donc sur ce, notre panel s'achève. Merci beaucoup et à tous les intervenants depuis la conférence inaugurale avec les différentes sessions. Je remercie encore son Excellence Hassan Nasri d'avoir bien voulu me faire l'honneur de me demander de modérer ce panel. Et je remercie les intervenants, le public qui a été assez réactif, tous ces témoignages qui nous ont accompagnés lors de nos réflexions. Et pour maintenant, je cède la parole à notre maître de cérémonie pour continuer et puis pour la clôture. Pour la clôture. Merci. Que si nous créons un environnement propice, à savoir investir dans l'éducation numérique, encourager les compétences technologiques, soutenir nos startups, faire émerger des champions africains de la tech. Oui, l'Afrique peut être au cœur de la prochaine grande transformation mondiale si elle croit en sa jeunesse, la forme et l'accompagne. C'est ainsi que l'intégration régionale trouvera aussi un visage digital et un souffle nouveau. Ici, l'objectif, la vision, c'est le siècle à venir. C'est le 22e siècle. En ce siècle-là, nous ne serons certainement pas là, mais nos arrière-petits-enfants nous en voudront si nous ratons le train qui actuellement est en marche. Demain, les jeunes le disent, lañuy toog muy dox. Cela signifie que les machines vont faire travailler des machines qui en feront travailler d'autres. Et l'homme sera assis à l'ombre en train de regarder ce que son intelligence a produit. Il faudra que nos enfants soient dans ce train. Et ce train-là, si nous le ratons, personne ne pourra nous l'excuser pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas des armes qui nous en auront empêchés. Ce seront simplement des cerveaux contre des cerveaux. L'Afrique ne doit pas rater ce rendez-vous. Et j'en parle parce que j'en suis personnellement convaincu. Mesdames, Messieurs, nous arrivons donc au terme d'une journée dense, portée par la rigueur, l'engagement et l'espérance. Ce séminaire est bien plus cadre protocolaire. Ce séminaire est une déclaration d'intention collective
en faveur d'une Afrique forte, solidaire et audacieuse. Des voix diverses ont affirmé et réaffirmé une conviction partagée, celle que l'intégration africaine n'est pas un idéal abstrait, mais une nécessité stratégique. Les visions exprimées du modèle de coopération Sud-Sud porté par le Maroc à l'ambition d'une Afrique souveraine, connectée et alignée convergent vers un même cap, celui d'une Afrique atlantique émergente. Je salue avec émotion l'engagement toujours renouvelé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, toujours porteur d'une exigence inébranlable de dignité et d'avenir pour notre continent. 3 mots résument l'esprit du jour: action, solidarité, audace. Action, solidarité, audace. Merci aux intervenants pour la richesse des échanges et à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hassan Nasri, pour une initiative inspirante qui donne sens à la diplomatie africaine. Hassan Nasri, je voulais dire. Avant de lui céder la parole pour la clôture officielle et au docteur Moubarak pour la synthèse, je vous laisse sur cette image qui me semble simple mais très forte. L'Afrique est à l'image d'un baobab. Ses racines plongent dans l'histoire, ses branches portent l'avenir, mais c'est ensemble que nous devons l'arroser, le protéger et partager son ombre. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Bien sûr, le déjeuner suivra. Merci à tous. Bien sûr. Donc, monsieur Moubarak, à vous. Merci, docteur. Bon. Merci beaucoup. Je dois faire un exercice difficile. Mais il me faut réussir. C'est faire la synthèse tout en participant à la réunion. Donc, je voudrais, au nom de tous les participants, remercier le président Moustapha Niasse qui s'est libéré pour pouvoir être avec nous et donner des mots très forts sur l'intégration africaine. Tout à l'heure, le Master of Ceremony parlait de Baobab. L'ambassadeur a utilisé le même concept. Donc, au début, on a parlé de Baobab, à la fin également. Remercier aussi la forte délégation de l'Assemblée nationale, donc le président de l'Assemblée nationale et toute la délégation, le président de la Commission des affaires étrangères, le vice-président, le président de la Commission de la défense et tous les autres députés et ministres, membres du gouvernement ou de l'Assemblée nationale ou directeurs généraux. Pendant une journée, nous avons discuté de l'initiative Afrique Atlantique portée par le Maroc, mais qui est devenue une initiative africaine. Dans les débats, il a été précisé que le Maroc a toujours été constant sur la vision. Quelqu'un a parlé de Hassan II et de Senghor, qui voyaient l'Afrique de l'Ouest comme toute la côte atlantique. Donc c'est une approche qui est là depuis très longtemps. Deuxièmement, c'est une initiative qui est pertinente pour le Maroc parce que le Maroc est un investisseur et donc qui a senti le besoin de développer les relations d'échange et les infrastructures sur la côte atlantique. C'est un processus aussi qui n'est pas né aujourd'hui, qui est là depuis une quinzaine d'années, qui a subi beaucoup d'initiatives, que ce soit des séminaires ou des études, mais également des réunions. Il y a le processus des États africains riverains de l'Atlantique qui fonctionne avec des réunions tous les ans. Maintenant, il s'agit d'aller de l'avant. Je pense que c'est le message clé de ce séminaire qui a demandé de passer à l'acte, que le temps est venu de passer à l'acte. Et donc, on a parlé même de courage, et donc de sauter le pas
de faire comme les autres initiatives, comme la création de la communauté économique européenne, le Mercosur, etc., etc. Il faut aller de l'avant parce que l'Afrique atlantique peut constituer un nouvel horizon stratégique en Afrique, que ce soit au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également au niveau continental. Elle peut également émerger comme le pendant de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais également comme le pendant de ce qui existe en Afrique de l'Est. Parce que comme vous le savez, il y a une communauté qui lie toute l'Afrique de l'Est, de l'Égypte, jusqu'à, disons, à l'Afrique australe, parce que l'Afrique du Sud n'est pas membre. L'Afrique atlantique peut être réellement une alternative pour renforcer la souveraineté, l'industrialisation de l'Afrique, mais également favoriser les connexions au niveau des infrastructures, de l'énergie, mais également des télécommunications. C'est également un outil qui pourra servir pour accélérer l'intégration africaine, démontrer que l'Afrique peut travailler avec l'Afrique, donc stimuler la coopération intra-africaine. Ça, c'est un peu la justification et la portée de l'initiative. Au niveau des enjeux et des opportunités, d'abord, aujourd'hui, la mer s'impose comme une nouvelle opportunité. La littéralisation devient une réalité et l'histoire montre que la puissance se fonde sur la mer, sur l'adossement à la mer. Et que quand, disons que la mer tient le monde, quelqu'un l'a exprimé, je pense que c'est l'ambassadeur Amadou Diop. L'Afrique atlantique peut s'appuyer sur un bassin qui dispose de ressources énormes. 70% des réserves de pétrole et de gaz continentales sont sur l'Afrique, sur l'océan Atlantique, enfin en tout cas tous les pays riverains. Au niveau des mines, les 23 pays disposent de beaucoup de minerais. Au niveau halieutique, c'est l'une des côtes les plus riches en poissons du monde. Au niveau énergétique aussi, il y a beaucoup de possibilités, que ce soit pour l'énergie marine, l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Troisièmement, cette initiative intervient dans un contexte où la ZLECAf a démarré, donc qui ouvre les marchés et qui permet d'emblée, sans même faire d'autres arrangements juridiques, qu'on puisse démarrer, disons, la coopération commerciale accélérée avec les pays membres. En termes de recommandations, la première recommandation, c'est d'avoir un leadership politique fort. Il est nécessaire d'avoir des moteurs pour porter l'initiative. La deuxième proposition, c'est d'évoluer vers une organisation de l'Atlantique africaine, de l'Afrique atlantique, qui jouerait en fait un rôle de plus-value à côté des organisations existantes comme la CEDEAO, la CEAC, la SADC ou la communauté économique de l'Afrique centrale. Le troisième élément, c'est de s'appuyer sur des cadres existants. On a cité la CENSAT, qui regroupe déjà beaucoup d'États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. Il y a également des institutions comme AFAT, qui intervient déjà comme cadre de coopération entre les pays de l'Afrique atlantique. Donc l'organisation qu'on appelle, enfin que la réunion appelle de ses voeux, pourrait s'appuyer un peu sur tous ces cadres existants. Une quatrième recommandation, c'est d'aller par étapes, de commencer notamment par l'Afrique de l'Ouest, de s'appuyer sur la CEDEAO pour pouvoir faire ce qu'on peut appeler des quick-wins. Je pense que le ministre d'État Gadio a proposé même la création d'une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme quick win, quelque chose qui pourrait se faire, il a même cité que
on pourrait avoir 18 États en associant notamment le Tchad dans le processus. Une autre proposition, c'est d'associer les États voisins, c'est-à-dire de ne pas se limiter aux 23 États de l'Atlantique, mais de considérer aussi les pays voisins comme des membres potentiels de l'initiative. Une autre proposition, c'est la coordination avec les pays partenaires. Il a même été suggéré de faire comme si on redémarrait à zéro et que tous les pays soient des pays membres. Donc il faut éviter que ce soit une initiative marocaine ou que ce soit vu comme un instrument du Maroc, mais il faut que ce soit un instrument de tous les pays. Et donc il faudra élargir, avoir un processus inclusif et que tous les pays en fassent leur affaire. Une autre proposition, c'est d'impliquer les peuples. Donc que ce soit une organisation des peuples et des organisations populaires, d'avoir des ambassadeurs même de bonne volonté et d'avoir une appropriation par le bas. Et que donc tous les acteurs de la société puissent en faire leur affaire. Il a même été suggéré d'avoir des jeux Atlantique Africa. J'imagine que c'est des jeux comme les Jeux olympiques ou les Jeux africains, d'avoir des récompenses pour les meilleures publications sur l'Afrique atlantique, d'avoir des canaux académiques et de bâtir progressivement une identité atlantique africaine. Donc cette idée d'avoir une Afrique atlantique par les peuples, par le bas, a été largement soutenue ici. Au niveau économique, il a été suggéré de bâtir des complémentarités entre les différents États et de faire de cet espace un espace d'investissement pour bâtir des chaînes de valeur intégrées qui permettraient d'accélérer l'industrialisation africaine et la transformation des matières premières et ressources du continent. Il faudrait en faire des chaînes de valeur communes. Je pense que ça, c'est un message fort qui a été porté par la délégation venant de Kaolack, donc de la famille de Baïnias, d'avoir, donc c'est une contribution très riche. Moi, je m'attendais à une contribution spirituelle, mais c'était très économique. Donc, d'avoir des chaînes de valeur communes qui engagent tous les pays et qui fassent en sorte que chaque pays puisse amener ses avantages comparatifs pour contribuer. Au niveau des infrastructures, il s'agit de bâtir une dorsale Afrique-Atlantique, donc qui partirait de Cap Spartel à Cap de Bonne-Espérance, de bâtir des infrastructures de connectivité et également des infrastructures logistiques, mais également de mettre en place des guichets uniques pour dématérialiser les procédures et rendre, disons, smart les corridors. Au niveau de la technologie et de l'innovation, il a été suggéré de développer également des réseaux de coopération sur toute la frange atlantique entre les pays membres pour bâtir des solutions africaines au niveau technologique et de l'innovation. En même temps que l'Afrique atlantique travaille sur la coopération verticale entre pays africains, il a été suggéré également de bâtir une coopération horizontale avec les Amériques, que ce soit l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord. Le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc ont un rôle naturel de pivot entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Il a été suggéré de mettre en forme ce rôle de pivot et de le transformer au service de l'Afrique atlantique dans son ensemble. La mutualisation également des forces de sécurité a été suggérée afin de renforcer la stabilité et la sécurité sur l'océan Atlantique. Je pense avoir résumé pour l'essentiel les idées qui ont été suggérées. Peut-être dire que la réunion
remercie vivement Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour l'initiative qui a été prise par l'ambassade pour organiser ce séminaire et convier des frères importants de la société sénégalaise et également les représentations africaines et internationales présentes à Dakar. Remercier le président de la République Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, je l'ai dit au départ, qui a envoyé une très forte délégation. Indiquer également que la réunion, en tout cas, on n'a pas vu quelqu'un dire qu'il n'est pas d'accord avec le processus, que la réunion soutient activement l'accélération de la mise en œuvre de l'initiative, mais surtout le mot fort qui a été prononcé ici, c'est de passer à l'acte. Merci beaucoup. Merci, monsieur Moubarak. Merci beaucoup, merci. Nous arrivons au terme de cette journée de travail et à présent, son Excellence, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, va nous faire le discours de clôture. Nous vous remercions tous et nous l'accueillons. Nous vous remercions tous pour votre patience. Nous vous remercions tous pour avoir participé à ce travail ô combien important. Nous travaillons pour l'Afrique, pour l'unité de l'Afrique, à l'image de Sa Majesté. Nous remercions aussi Son Excellence, M. Moustapha Niasse, qui est revenu assister à cette clôture et écouter la synthèse faite par le docteur Moubarak Lo. Nous vous remercions, doyen, nous vous remercions, papa. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés et ce matin et cet après-midi. Nous ne l'oublierons pas. Nous ne l'oublierons jamais. À vous, monsieur l'ambassadeur. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président Moustapha Niasse, chers frères, honorable Monsieur Aïb Dafé, chers frères, honorable Ibougué, chers frères, honorable Monsieur Mamadou Lamine Diouf, Excellence Monsieur Fadilou Keita. Est-ce qu'il est là? Elle est là, oui, chers frères. Excellence Madame Amsatou Sidibé, chères sœurs. Excellence Monsieur Ahmadou Ould Abdallah, chers frères. Excellence Abdul Fall, chers frères, il est là en tout cas. Excellence cher Tidiane Gadio, l'ordre n'a pas une grande importance. Je le dis aux diplomates. Voilà, c'est le discours que tu as vu atterrir ici. Donc, voilà. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, distingués panélistes, chers invités, permettez-moi à l'issue de cette journée riche en échanges et en idées d'exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun de vous, d'entre vous, pour votre participation active, vos contributions éclairées et votre engagement en faveur d'une Afrique atlantique forte, solidaire et intégrée. Je tiens à redire que l'Afrique atlantique n'est qu'une partie de toute l'Afrique, mais c'est une démarche donc pour nous motiver à apporter notre contribution à travers cette zone
dans laquelle nous partageons beaucoup de valeurs. Et ces valeurs sont suffisamment puissantes pour nous propulser et propulser avec nous le reste des régions d'Afrique. Ce séminaire organisé dans le sillage de la glorieuse fête du trône et à la lumière des hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, s'est voulu un espace de réflexion stratégique, mais aussi de convergence des volontés politiques, économiques et académiques autour d'une ambition commune, celle de bâtir des chaînes de valeur africaines intégrées le long de notre façade atlantique. Les discussions ont mis en évidence le rôle central que joue cette façade dans la reconfiguration géoéconomique du continent. Cela dit, cher Gadio, le discours a été rédigé hier et il a fallu, mes équipes ont introduit les noms des personnalités présentes. Parce que je sais que tu ne vas pas me pardonner ce genre de choses. Ils ont aussi souligné la pertinence des initiatives portées par le Royaume du Maroc, qu'il s'agisse du gazoduc Afrique-Atlantique, de l'initiative pour l'accès des pays sahéliens à la mer, ou encore du processus de concertation entre les 23 États africains et riverains de l'Atlantique. Nous avons également pu constater que les infrastructures structurantes, les complémentarités industrielles et les synergies régionales, notamment entre le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, constituent les piliers d'une Afrique atlantique résiliente, compétitive et souveraine. Je tiens à remercier tout particulièrement Son Excellence, M. El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, empêché, qui a bien voulu se faire représenter par mon frère, l'honorable M. Amadouba, vice-président, et a dépêché également notre sœur, la présidente de la Commission des Affaires étrangères, et notre frère présent, le président de la Commission de la Défense. Je voudrais par ailleurs saluer l'engagement des autorités sénégalaises sous la haute présidence de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la volonté de renforcer l'intégration régionale et de valoriser le potentiel atlantique de l'Afrique constitue un levier essentiel pour nos efforts conjoints. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants, experts du Maroc, du Sénégal et de la Mauritanie. Je remercie le modérateur, notre frère Moubarak Lo. Pardon, le modérateur, c'était Samp, Bakary Samp. Lui, je crois qu'il est impardonnable. Il est parti, je peux me permettre de dire... Ah bon, ah. Oui. Voilà. J'adresse une mention toute spéciale à notre grand frère et à notre grand baobab, n'est-ce pas? Je crois que cette appellation a été appréciée par tout le monde. Vous la méritez amplement par votre engagement, par vos actions et surtout par vos convictions en matière de dialogue, de réconciliation et de préparation de la relève que vous avez toujours su bien faire. Et j'ai été très ému en vous entendant tout à l'heure, le matin dans le discours, dire que vous êtes vous-même très content de voir que cette nouvelle équipe de jeunes s'engage au niveau de nos relations bilatérales à perpétuer cette belle tradition, d'abord de fraternité, d'amitié et ensuite de coopération. C'est une histoire millénaire et
je me rappelle encore une fois de notre frère Gadio qui disait que c'est avec ce pays nous avons vécu, nous vivons 1000 ans de miel. 1000 ans de miel. Lune de miel, oui bien sûr. Lune de miel. Donc c'est le seul qui l'a dit, c'était Gadio. Alors autre chose, une fois j'ai été reçu par Il Malik, mon frère Il Malik Ndiaye. Il m'a dit il est rare d'avoir des relations où tout s'entremêle avec le Maroc, et il m'a dit nous partageons tout, et dans la coopération nous coopérons dans tous les domaines. Donc c'est vraiment une relation exceptionnelle que nous avons héritée. C'est un legs historique, mais nous avons le devoir de continuer à entretenir ce baobab aussi de relations et à le transmettre aux générations futures. Alors je ne remercierai pas assez les professeurs et amis, M. Zakaria Abou Dahab et M. Nabil Jedlan, venus du Maroc, et ainsi que son Excellence M. Ahmed Ould Abdallah, qui a fait le déplacement depuis la Mauritanie, sans oublier mon frère Mohamed Salem Sofi, donc amis de longue date, pour leur présence et leur précieuse contribution à nos échanges. À l'image de cette conférence et de celles et ceux qui aujourd'hui ont osé traverser l'espace entre la Terre et l'océan, nous avons tenté ensemble d'explorer ce qui nous relie au-delà de ce qui nous sépare. Alors il y a encore Bakary Samb qui disait il y a le bien, il y a le lien. Il faut veiller à ce que les deux soient entretenus et pris en considération dans toutes nos politiques. Comme un éclaireur avançant à la fois sur les crêtes de la terre ferme et dans les profondeurs de l'océan, nous avons reconnu avec lucidité et conviction la richesse de nos liens. Et dans ce monde traversé par la concurrence féroce, l'incertitude croissante et parfois l'ego des nations, ces liens doivent être mis au service d'un partenariat exigeant fondé sur la responsabilité partagée, la coopération durable et le respect mutuel. Je n'ai pas oublié ma sœur Maïga, représentante du système des Nations Unies, que je salue très fort pour la coopération fructueuse que nous avons toujours entretenue, et aussi par sa fidélité, en veillant à être présente le matin, à prendre la parole, et en revenant pour cette deuxième partie. Et ça montre une partie, en tout cas, de son degré d'engagement dans toutes les questions qui regardent l'Afrique, et surtout dans cet aspect de développement des Nations Unies que beaucoup sous-estiment ou oublient. Ce séminaire n'est pas une fin en soi. Il s'inscrit dans une dynamique plus large portée par la vision royale pour une Afrique forte, intégrée et solidaire, inscrite également dans la vision 2063 de l'Union africaine, ainsi que dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il nous appartient désormais de capitaliser sur ces réflexions, de traduire nos convergences en actions concrètes et de bâtir ensemble une Afrique atlantique au service de ses peuples. C'est sur cette note d'espoir et de mobilisation collective que je déclare clos notre séminaire. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement renouvelé. Bon retour à chacun et vive l'Afrique unie et souveraine. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous de nous avoir donné beaucoup de votre si précieux temps. Nous vous invitons maintenant à la première André. Ouais.
allons maintenant rejoindre le buffet. Nous demanderons à la première rangée de rejoindre la salle à manger. Les autres suivront. Merci à tous d'être venus.